C'est bon ça? Ah oui, ça marche. Waouh, Ouais, c'est on bon. s'entend fort. Bon, eh ben, bonsoir à tous. Bonsoir. On va vous parler d'un sujet fort intéressant, un petit retour d'expérience de ce qui s'est passé chez MSA pendant, ça va faire un peu plus d'un an maintenant qu'on travaille dessus. Ouais. Un petit retour d'expérience sur la mise en place d'un train safe qu'on a appelé pas comme les autres. Et on va vous exposer les particularités par rapport à cette démarche de transformation qu'on a engagée. Alors d'abord un grand remerciement à tous les sponsors et puis à Gilles Enseigne, puisque voilà, donc sans les sponsors ça n'aurait pas lieu et donc un grand merci à eux. Merci pour l'espace d'expression. Alors, on va attaquer avec un petit clin d'œil auprès du directeur de la transformation, Frédéric Masson, qui est le premier à nous avoir accompagnés dans la transformation et dans la mise en place de cette démarche SAFE. Pourquoi petit clin d'œil? Parce que c'est la slide qu'il nous avait présentée quand on avait entamé la démarche relative aux OKR, donc ce chemin vers le sommet. Et de fait, on s'est assez rapidement trouvé avec Thomas pour vous faire une présentation aujourd'hui basée sur un parallèle entre la randonnée en montagne et les valeurs qui permettent d'accéder à des sommets et les valeurs qui permettent justement de réussir une transformation. Alors on a un challenge qu'on s'est donné, c'était illustrer la totalité de la conférence avec uniquement nos photos de vacances de cet été. De cet été. Donc ouais, on verra si on l'a réussi. Allez, je vais commencer. Donc moi c'est Thomas Clavier. Alors c'était effectivement cet été. Là j'étais du côté de la vallée de l'hôpital, dans la vallée de Benasque. Et donc moi je suis coach agile, coach craft, coach un peu ce qu'on veut. Ça fait des années que je grenouille dans l'agilité et j'ai une appétence toute particulière pour la technique. Et donc moi je m'appelle Stéphane Eke, donc je travaille chez l'entreprise IMSA. Je suis alors à la fois manager d'application et j'ai également exercé le rôle de RTE dans le cadre de la mise en place du premier train safe à l'échelle de notre direction métier. Je reviendrai après sur pourquoi est-ce qu'on a eu cette démarche-là. Donc Ouais. IMSA. Celle-là, je te la laisse. IMSA, donc c'est le produit informatique de principalement la mutualité sociale agricole. IMSA donc développe et exploite le produit de gestion de l'AMSA et d'un ensemble de partenaires. L'AMSA, ça couvre en fait tout le périmètre, la sphère de la protection sociale pour les populations relevant du régime agricole. Donc à peu près 5,6 millions de bénéficiaires. La particularité, c'est ce qu'on appelle le guichet unique. Donc la MSA fait l'ensemble du spectre de la protection sociale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul interlocuteur qui est la MSA. Elle a également des partenaires. On développe également le produit informatique pour ses partenaires. Ça peut être des partenaires de type mutuel, mais également des partenaires qui voudraient que le produit informatique de la MSA soit utilisé pour recouvrer des cotisations, payer des prestations particulières, donc sur certains régimes spéciaux. Et le produit, bien sûr, s'adresse aux agents et aux adhérents de la MSA et de ses partenaires. Voilà un peu très rapidement le fonctionnement d'IMSA. Le sujet. Bon. Alors le sujet, la direction d'IMSA, justement, a décidé il y a quelques années, pour répondre aux enjeux d'efficience et pour se focaliser sur justement la meilleure valeur produit en premier, de lancer l'utilisation du framework SAFE. On n'est pas les premiers à l'avoir fait au sein de notre entreprise. Ça avait été commencé sur un train digital qui est donc parti de rien, j'allais dire, c'était une première expérience, qui a eu une démarche full cadrée sur la méthodologie préconisée par SAFE. Notre direction SI métier, par rapport à la réussite de ce premier projet en SAFE, a décidé également de lancer son train SAFE sur quelque chose d'un peu plus particulier, c'est-à-dire un train en mode lancé, qui intègre du build, du run et ce qu'on appelle du legacy. Donc on ne pouvait pas s'arrêter pour réfléchir à comment est-ce qu'on allait s'organiser, il fallait qu'on lance le train et qu'on le construise pas à pas, qu'on construise cette transformation pas à pas.
Ouais, alors, en très très résumé, on est dans une entreprise qui a décidé de faire du safe et de le généraliser. On est sur le premier enjeu legacy et donc ben, on va vous raconter cette histoire. En fait, c'est vraiment l'idée de cette conférence, c'est de vous raconter cette histoire. Et alors ben, en première illustration, on a le sommet de l'aiguille large qui est un petit peu dans la brume et ça montre vraiment l'état d'esprit dans lequel on est au début de ce projet. C'est ça. On veut y aller, on ne sait pas exactement comment on va y aller, mais en tout cas, c'est notre objectif, de pouvoir atteindre ce sommet. Donc pour cela, on a dû faire appel donc, à des professionnels, donc des coachs, qui sont représentés sur la photo par des guides. On a un peu fait ce parallèle-là. Sur le plan fonctionnel, il s'agissait de mettre en œuvre le système d'information dédié à ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative, la DSN. Oui, alors après on peut préciser qu'effectivement on est dans un contexte legacy avec des choses qui sont déjà en prod, et puis il y a une direction qui nous dit bon allez-y mais surtout vous n'avez pas le droit de ralentir. Allez-y mais faut continuer à délivrer plus vite. Et donc on a essayé de s'adapter. Effectivement, c'était déjà un terreau où il y avait des pratiques agiles qui avaient été installées, il y avait une acculturation qui avait été un peu anticipée, mais qui était un peu hétérogène. C'est-à-dire que les pratiques, elles étaient là, il y avait des cérémonies, mais elles n'étaient pas forcément faites à bon escient. Mais il y avait déjà un terrain qui était intéressant. Ouais, et puis bon, on va démarrer dans un contexte qui est super agile, super pratique et super agréable. C'est qu'on est en pleine période Covid, et donc on est tout à distance. C'est-à-dire que ça va faire 1 an et demi maintenant que je travaille sur ce train. Et je crois que je n'ai mis les pieds dans les locaux de la MSA que la semaine dernière. C'est ça. Une fois, tu es venu une fois là, au tout premier PI Planning. Ah ouais, non, j'exagère. Et donc, comme on le disait, un des points importants dans ce contexte, c'est l'accompagnement. C'est de lancer quelque chose, mais accompagné par des gens qui savent faire. Donc on a fait le parallèle, hein, je disais, avec les guides. En l'occurrence, on a une équipe de coachs qui est venue accompagner pour montrer le chemin, montrer les orientations, mais tout en respectant les spécificités de l'entreprise, les capacités des gens qui étaient en train de travailler, leur niveau de connaissance, pour pouvoir construire au fur et à mesure. Bon, je crois qu'on parle trop. Ah, on va je te rappelle qu'on a encore 44 slides. Non, je rigole. Alors, je suppose que vous connaissez tous ça, c'est la magnifique roadmap d'implémentation de Safe. Moi qui suis absolument pas pro Safe, qui ai toujours refusé les certifications. Donc voilà, c'était le plan qu'on était censé déployer, le truc qu'il fallait dérouler. Et puis quand on l'a regardé de près, puis qu'on a regardé les contraintes, puis qu'on a discuté avec les clients, et puis bon, on s'est dit non, ça ne marchera pas, quoi. C'est pas tout à fait vrai. C'est Thomas. Effectivement, dans notre contexte, appliquer le from scratch où on forme l'ensemble des éléments au préalable, où on respecte l'ensemble de l'implémentation que Thomas vient de rappeler, c'était compliqué. Donc on a fait le choix de ce qu'on appelle un démarrage en mode lancé. Le programme était déjà lancé, il y avait des composants qui étaient déjà développés, et on a été itérativement, pas à pas en fait, par petits pas. On appelle ça, ouais, c'est ça, par petits pas. L'architecture était déjà pour partie construite, elle était centralisée, et il y avait des défendants très marqués déjà fonctionnellement et techniquement. Il y avait une organisation qui était déjà posée, vu que le programme existait déjà, plutôt orientée back d'un côté, front de l'autre, mais pas produit. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, une acculturation un peu hétérogène. Et donc on a essayé de lancer une homogénéisation de la connaissance du monde de l'agilité, tout en commençant à exposer le cadre safe. Enfin, on a décidé d'une bascule en ligne produit, donc pour casser un peu justement le modèle front-back, mais de se focaliser sur quel produit doit être délivré, donc comment organiser les équipes par rapport à ce produit. Et enfin, on s'est un peu cherché dans la définition le rôle de la système team pour la mettre en place. Et en illustration, on a l'itinéraire pour monter à l'aiguille large. Qui représente le chemin effectivement à parcourir. Je te laisse passer à la suivante. Si ça marche. Ouais. L'accompagnement. Ah bah ça, je crois que celle-là c'était moi. Alors donc on a construit une équipe, une grosse équipe. Enfin, quand je dis une grosse équipe, non, on était 4 au final. Avant tout Inetom, donc anciennement GFI. Et Inetom s'est vraiment concentré sur l'accompagnement et le coaching de la direction, puis sur, enfin pas puis, mais plutôt
et ils ont rajouté derrière toute la partie qui était gestion produit, gestion de backlog, comment on fait pour pouvoir dérouler l'ensemble des rituels safe, comment on fait pour gérer correctement un backlog, comment on fait pour découper ses user stories, toute la partie gestion produit qui a été gérée par Inetom. Et puis derrière, ils avaient très très envie d'avoir une dimension excellence technique, une dimension craft. Et donc c'est comme ça qu'ils sont venus nous chercher, nous, Azei. Et donc ensemble, on a créé une équipe de coaching, et c'est comme ça qu'on a pu accompagner la totalité du train. Donc voici notre train safe. Donc c'est un modèle assez classique, hein. On a notre sponsor qui est notre directeur de système d'information métier, notre business owner qui est notre directeur métier. On a 2 product managers. Donc le RTE et le manager d'équipier, donc c'est la même personne, en l'occurrence c'est moi. C'est un choix qu'on a fait qui n'est pas normalement préconisé, parce qu'il peut y avoir effectivement lutte d'intérêt, mais dans le contexte de ce démarrage, on a considéré que ça pouvait être intéressant d'avoir un manager qui puisse comprendre le rôle de cette mission de RTE un peu particulière, le rôle de l'ensemble des rôles autour de ce qu'il y a dans Safe, PO, Scrum Master et tous les rôles, et le cadencement du train. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir cette expérience pour ensuite capitaliser et puis accompagner les autres managers à trouver les bonnes compétences. On a une team d'architectes et ensuite on a nos feature teams qui représentent chacun une ligne de produit. Une team un peu particulière à côté qui n'est pas dans notre direction mais qui tourne avec nous et qui fonctionne plutôt pas mal. Nos coachs pour accompagner. J'avais pas vu que tu avais laissé mon nom. Externes. Je suis vachement fier, il y a mon nom sur la slide. Ah oui, donc Thomas. Et donc également une system team avec le delivery manager et des personnes plutôt du monde de la qualité et des personnes opérationnelles, des développeurs. Ouais, voilà un peu la structure. Les seules personnes qui n'étaient pas sous ta responsabilité. Donc dans la system team. Donc oui, effectivement, ils dépendent de la cellule qualité. Ce train, en fait, il a la particularité d'être entre guillemets complet, c'est-à-dire il fait du build, il fabrique un produit, du run, il exploite un produit qui était déjà en production avant, et ce que Thomas a appelé tout à l'heure du legacy, c'est-à-dire qu'il répond à des contraintes législatives. Et donc tout ça fait un caractère complet d'un point de vue fonctionnel, ensuite complet d'un point de vue technologique, il mixe des nouvelles technologies, du COBOL également, des anciennes technologies, de l'Angular, du Tapestry, du Talend. Nouvelle techno. Attends, on est encore en Java 8, hein, le truc de 2014. La majorité des développeurs trouvent que globalement c'est plutôt avant-gardiste. C'est un petit. Ouais, il y a aussi un peu de Kubernetes, il y a quand même 2-3 trucs un peu modernes. Et complet également sur les profils. Il y a des personnes issues de notre ancienne maîtrise d'ouvrage, des personnes issues de notre ancienne maîtrise œuvre et des personnes de la production. Donc ça fait quelque chose qui mixe à la fois le métier et ce qu'on appelle l'IT. T'as le droit de changer. Ouais, mais il marche plus. Regarde, il y a un truc moderne. On va le faire comme ça. C'est un clavier. Alors, je suppose que vous connaissez déjà la loi de Conway. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans les entreprises. C'est que l'architecture du logiciel qui est construit, elle est souvent très en lien avec l'organisation et la façon de communiquer dans les équipes. Et donc là, c'est à peu près ce qu'on a en arrivant. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y a le tech lead qui m'a fait un schéma qui ressemble à peu près à ça. Donc on voit bien là en jaune, il y avait le front, puis en bleu le back, et puis il y a l'espèce de rond au milieu qu'ils avaient appelé d'ailleurs orchestrateur. Et donc on a un chef d'orchestre au milieu. Et donc imaginez, merci, chaque fois qu'on a voulu sortir des features là-dedans, on se retrouve avec la feature qui est en rouge, qui va taper dans plein de composants, puis la feature qui est en vert, puis qui va taper elle aussi dans plein d'autres composants. Et donc, imaginez les dépendances techniques auxquelles on est confronté dès le premier PI, dans lequel les équipes nous disent « Mais vous vous rendez pas compte, c'est complètement impossible, parce que il va falloir qu'on touche à telle brique, telle brique, telle brique, telle brique, puis il y a l'autre équipe qui doit toucher aux mêmes briques que nous, et il faut qu'on livre sur cet incrément, c'est juste pas possible. » Et malgré tout, on va y arriver.
On dirait Benasque. Mhm. Donc là, ouais, là, on est à la Benasque, au pied de l'Aneto, dans les Pyrénées. C'est le point de départ. C'est le point de départ de l'histoire qu'on va donc vous raconter étape par étape, PI par PI. Ça a commencé par la création d'une guiding coalition ou guiding team pour trouver le modèle d'organisation. Donc en gros, ça comprenait la direction de la transformation, hein, Frédéric, dont on a parlé tout à l'heure, notre sponsor, donc notre directeur métier, le RTE, système architecte, product management, puis également le business owner. Donc tout ce monde-là, en fait, s'est réuni pour essayer de dire bah, voilà, comment est-ce qu'on va organiser notre premier train. Voilà, c'est à l'image de cette magnifique photo avec deux de mes 3 enfants, où on partait pour aller faire un bivouac à Libon Blanco des littorales. Et donc voilà, on avait 900 mètres de dénivelé positif à faire. Ils étaient ravis. Je peux vous dire qu'arrivés là-haut, ils étaient beaucoup moins joyeux. Et donc cette guiding team, elle s'est réunie environ une fois toutes les 3 semaines pour pouvoir prendre les décisions par rapport au modèle d'organisation et donner le tempo de la transformation en fonction de ce que je pouvais lui remonter au niveau de l'acculturation et puis du fonctionnement de la démarche. Alors là, on est dans un autre endroit, c'est-à-dire qu'en fait, on est en été 2020, on va lancer le train. Oui, on l'appelle déjà train, on va présenter l'organisation. Il y a une organisation Feature Team qui est présentée, donc l'organisation qu'on vous a montrée juste avant, elle est enfin présentée aux équipes. C'est une découverte pour beaucoup. Il y a une grande cérémonie sous forme de kick-off. Et puis, il y a quelques formations qui sont faites. Et on est vraiment comme là. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers un truc qui est très haut, sauf qu'on est encore dans les bois. On sait pas trop, on voit pas là que c'est en altitude. On voit pas la différence avec un pic ou un autre. On est vraiment encore dans les bois, dans les sous-bois. Et puis, on va y aller. C'est le début de la rando. Effectivement. Et le point de complexité principal, c'était justement l'acceptation d'une nouvelle organisation dans un contexte où l'organisation avait déjà été modifiée plusieurs fois. Donc il avait fallu faire un effort pour convaincre de l'importance de cette façon de faire. C'est la démarche managériale que je décris là. Et sur l'acculturation, c'était l'apprentissage d'une nouvelle approche par petites fonctionnalités, les fameuses user stories, donc orientées produits et non plus projet. Allez, octobre 2020, donc on a fait notre premier incrément, ça y est, ça n'a pas trop mal fonctionné. Et on démarre par un truc, alors on a eu du mal à l'appeler PI Planning, ça a duré qu'une journée. C'était réunion de lancement, on l'avait appelé. Ouais, voilà, donc c'était la réunion de lancement de ce deuxième PI, la release 7 si mes souvenirs sont bons. Release 6, celle-là. 6. On a préparé l'événement en donnant des formations Safe for Team à peu près tous les collaborateurs. Et puis, on a réuni l'ensemble des parties prenantes. Donc, ça ressemblait presque à un PI planning. Ça a duré qu'une journée. C'était déjà tout à distance. Et on a Henri, l'un des coachs là, qui nous avait réalisé un super sketch note dans lequel on voyait à la fois d'où est-ce qu'on était parti en début d'été et où est-ce qu'on voulait aller tous ensemble. Effectivement, donc on avait réussi à faire en live les premières cotations BO à partir de boards qui avaient été construits par les équipes et présentés par les product owners. Ils étaient partis d'un board de draft qu'ils avaient déjà préparé au préalable et ils avaient fait l'exercice de breakout. C'était vraiment un exercice de breakout pour pouvoir sortir ces boards. Donc en gros, on a lancé un PI. Il va durer 15 semaines, 4 itérations de 3 semaines, plus une itération IP de 3 semaines également. Oui, c'est vrai qu'on a donné les rythmes aussi à ce moment-là. Donc là, cette installation et du coup cet exercice nous a montré tout le chemin qu'on avait encore à parcourir. Et on a voulu illustrer avec Thomas cet aspect par la valeur d'humilité. On a parlé des coachs tout à l'heure, en montagne, les guides. Là, il faut être humble par rapport à ce qu'on a à faire. Et là, devant le panorama grandiose, c'est pareil, on a une certaine humilité quand on regarde ça. C'est un peu ce qu'on s'est dit par rapport à le début de cet incrément. Alors là, les lacs de Marinée, c'est pas du tout dans les Pyrénées. Hein. Non, les lacs des Marinés, c'est pas dans les Pyrénées, c'est en descendant de l'Aiguille Large, dans les Alpes de Haute-Provence. Bilan de saison. À la fin de ce, donc on a rythmé et on a organisé la transformation en se disant on va le faire au rythme des PI. Et donc en ayant démarré en juin 2020,
On a une première itération, enfin une deuxième itération qui va se terminer là, à la fin ça va faire janvier. Un deuxième incrément. Un deuxième incrément, merci. Et donc, à la fin de ce deuxième incrément, donc ça fait déjà 6 mois qu'on commence à accompagner les équipes, on a des équipes qui sont globalement installées. C'est-à-dire que ça y est, tout le monde commence à comprendre un peu son rôle, les rituels sont quasiment tous en place, toutes les cérémonies d'équipe sont en place. On a l'inspect and adapt, on a toutes les cérémonies de train qui sont en place. Le seul truc qui manque, c'est les démos d'itération de chaque équipe. C'est vraiment le truc qui manque et que les équipes ont vraiment encore du mal à faire. Enfin, à ce moment-là, elles ne savent pas faire. Et puis, on a parlé d'OKR beaucoup avec la Guiding Team. Et on a mis en place des OKR. Et là, ils commencent à les suivre au niveau de la Guiding Team. Et ils commencent à se dire, il y a des choses à faire. Et on travaille les OKR entre la Guiding Team et la Coaching Team. Donc, en fait, il y a les coachs et les gens qui pilotent la transfo qui se disent il y a on pourrait avoir des objectifs key result qui sont suivables. Et alors il y a 2 choses dont je suis super fier par rapport à ce deuxième incrément, c'est qu'on a réussi à ritualiser l'entraînement dans l'ensemble des équipes. C'est-à-dire qu'à partir de là, toutes les équipes travaillent une demi-journée par semaine l'entraînement sur leur code, enfin sur du code. Donc ils vont faire des katas, des dojos, des ateliers d'amélioration continue, ils vont apprendre à travailler avec leurs propres outils. À l'image des sportifs de haut niveau qui vont rarement à un match sans s'être entraînés, on se dit que dans le dev, c'est pareil, on a besoin d'avoir des équipiers qui s'entraînent très très régulièrement. Deuxième élément, j'avais fait une présentation à la direction en leur disant j'ai rencontré à peu près tous les développeurs. Il n'y en a aucun qui a l'habitude d'aller en conférence. Il n'y en a aucun qui sait même qu'il y a des conférences. Enfin, je ne sais pas, si peut-être qu'ils savaient quand même. Et donc j'ai dit, on va leur amener la conférence chez eux. Et donc j'ai organisé une première conférence qui était conférence SIDL, donc notre train, et dans lequel on a dit, il y a d'autres gens qui sont de la MSA qui ont le droit de venir aussi. On va essayer d'accélérer un tout petit peu. Mais 20 minutes, il nous reste encore 44 slides. Encore 45, 50. Ouais. Donc, sur un bilan chiffré, on avait défini des cotations de business value au début au travers de PI objectifs qui avaient été définis. 80% d'atteint. On a calculé la vélocité des équipes. Elles arrivent à tenir 66% de leur user story à done donc terminé. Ce n'est pas le travail accompli, mais c'est bien ce qui est fini et qui est prêt. 66% qui termine à chaque itération à peu près. Et on arrive à mettre majoritairement en production. Et en plus, on fait grandir le train. Je reviendrai après, on fait grandir au fur et à mesure. Alors, ces 80%, ils sont intéressants parce qu'une des premières remarques qu'on a eues, c'est ils sont où les 20% manquants. Donc en fait, c'est vrai qu'on a dû faire pas mal d'explications par rapport au fait que cette approche, elle est basée sur la transparence, ce qu'on voit en PI planning, de qu'est-ce qu'on est capable de pouvoir intégrer dans notre plan, et la mesure de l'atteinte des résultats après. Donc il n'y a pas de tricherie, on ne met pas de marge pour essayer de gonfler les chiffres, ainsi de suite. Donc finalement, c'était quelque chose de plutôt pas mal, mais affiché comme ça dans notre culture, il manque encore 20% de pas fait. Et donc, je parlais croissance et turnover, donc là, on a au fur et à mesure fait grandir notre train, parce qu'on a des besoins produits, métiers qui augmentent de plus en plus, mais on sait que quand on augmente les effectifs, ça peut avoir tendance à déstabiliser. Il faut former, il faut intégrer, ceux qui connaissent, ils sont occupés à former les nouveaux, ainsi de suite. Donc on l'a fait au fur et à mesure, en les accompagnant, en les formant à l'agilité, en l'information et en les formant à safe, sans pour autant déstabiliser les équipes. Et on a formé également au cours de cet incrément-là les rôles principaux qui n'avaient pas encore été formés complètement, Product Owner, Scrum Master et Architecte. Et on a commencé à réinternaliser notre compétence parce qu'on n'était que en développement externalisé. On arrive en janvier 2021. Le premier vrai PI planning. Ouais, là c'était un vrai. Un vrai, 2 jours, toute la séquence et tout. Un vrai de vrai. Sur ce PI planning, la particularité, c'est qu'on était observé. On avait beaucoup d'observateurs. On était observé par la totalité de la MSA. C'est-à-dire qu'en fait, la MSA commençait à se dire « Oh là là, il y a des trucs qui marchent chez eux, on voudra les voir ». Ils nous ont envoyé plein d'observateurs. Effectivement. Donc,
acculturation à l'exercice du PI planning sur ces fameux 2 jeux. On ne l'avait jamais fait. Les équipes l'ont donc découvert. C'est un événement qui a été marqué par justement ces choix à opérer. Les équipes avaient l'ensemble des features, la programme backlog qui était là, et elles ne savaient pas tout absorber. Donc des choix, des renoncements, des négociations pour pouvoir arriver à sortir un plan tenable. Et à la fin du PI planning, un vote de confiance à 3,8, ce qui nous a permis de partir avec quelque chose d'assez costaud. Pour illustrer l'acculturation, on avait pris des icebreakers basés sur justement des questions un peu rigolotes mais relatives à safe. Comment est-ce qu'on peut bien réussir un bon breakout? Qu'est-ce qu'il y a dans un PI planning, ainsi de suite. On avait soumis cette question-là. Elle a été intéressante d'un point de vue pédagogique parce que la question c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin d'un PI planning concrètement? Est-ce qu'on veut être élu l'équipe la plus performante? Est-ce qu'on veut avoir intégré l'exhaustivité des attentes utilisateurs dans le plan de travail de la release? On veut tout. Est-ce qu'on veut un alignement co-construit par toutes les parties sur l'ensemble du périmètre à réaliser, ambitieux mais réaliste? Est-ce qu'on veut s'enfuir en courant? Ou est-ce qu'on veut un diagramme de Gantt extrêmement précis avec l'ensemble des tâches de toutes les équipes planifiées à la journée près? À vue de nez comme ça, vous voteriez pour quoi, vous? Les votes à main levée, vous prenez la 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5? La 5, on est d'accord. Ah. Eh bien, effectivement, en fait, la réponse pour effectivement le cadeau safe, c'est d'avoir cet alignement co-construit par toutes les parties sur l'ensemble du périmètre à réaliser ambitieux mais réaliste. Et il n'y avait que 40% de réponses qui allaient vers ça. Il y avait pas mal de gens qui répondaient il faut un truc très précis, il faut avoir intégré toute l'exhaustivité des attentes utilisateurs. Je ne crois pas qu'il y en ait qui aient répondu s'enfuir en courant. Non, il n'y en a pas. Mais il y en a qui ont répondu être élu l'équipe la plus performante. Donc voilà, c'est un peu pour illustrer qu'on était vraiment dans cette acculturation et cette découverte de ce qu'on attendait d'un PI planning. Bilan de saison. C'est pas une de mes photos, ça. Non, c'est une des miennes. Ah, c'est où? C'est au retour de l'ascension du chapeau de gendarme, toujours dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, on continue à utiliser les OKR. Maintenant, les OKR sont déclinés dans les équipes. Et on commence à avoir des équipes qui vont qui vont se donner des objectifs et qui vont dire, bah voilà, tiens, on va mesurer notre qualité. Il y en a un, par exemple, il y a une des équipes qui s'était dit, par exemple, on va mesurer notre taux de couverture de test. Et puis d'ailleurs, on va utiliser Sonar qu'on a dans notre zone d'intégration continue. Un autre point intéressant, c'est qu'on commence à ritualiser et à avoir dans quasiment toutes les équipes, alors c'est un début, c'est pas encore totalement généralisé, mais on commence à le voir de nombreuses fois, les tri-amigos, avec un début de BDD qui s'exécute, enfin qui est réalisé dans les équipes. Et donc, ça y est, c'est pas encore du Gherkin, mais on a quand même les 3 amis qui commencent à se réunir et qui préparent les histoires utilisateurs. On a notre première démo d'itération entre équipes. Et puis, on a déjà des retours des parties prenantes. Enfin, et ça, c'était absolument génialissime. Le rêve de Thomas. Ouais, c'était absolument fabuleux. Deuxième Craft Day. Le Craft Day s'appelle, dorénavant, il n'est plus le Craft Day du train SIDL, mais il devient le Craft Day de tout IMSA. Donc déjà, ça, j'étais plutôt content. Et puis, quelques jours avant le démarrage de mon événement, où j'avais invité d'autres conférenciers à venir, etc. Il y a un certain Jacques Bouldoir, DG de la MSA, qui s'est inscrit, puis qui a dit, moi aussi, je voudrais venir. Et je l'ai interpellé, je lui ai dit, écoute, dans ce cas-là, je veux bien que tu fasses l'ouverture, si ça te va. Et donc, c'est le DG de la MSA qui a fait l'ouverture de notre deuxième Craft Day, dans lequel il a encensé le fait de s'entraîner, de travailler la technique et de se dire que voilà, s'entraîner, c'est capital pour pouvoir sortir du bon code et que c'est le métier de la MSA, enfin de IMSA. Enfin, oui, on a un peu baissé le coaching aussi sur certaines équipes qui commençaient à bien tourner et on s'est vraiment concentré sur des équipes qui arrivaient dans le train ou sur des éléments qui étaient un peu plus complexes, un peu plus compliqués. Sur le bilan, on a atteint les objectifs PI, toujours pareil, quand on mesure par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés initialement. Est-ce qu'on a mesuré en PI système démo 90% des objectifs? Une vélocité qui est en augmentation. Les équipes arrivent à tenir 75% de leurs US add-on en fin d'itération. Par contre, une partie seulement du produit est mis en production. Donc on a fini le job, mais pas tout à fait, vu que c'est pas arrivé sur le poste utilisateur. On a eu moins de choses en prod à la fin de ce PI.
et on a absorbé, enfin on a rajouté des ETP encore toujours pour répondre à la demande, et on a absorbé donc cette équipe externe avec les ops. Et là, on commence à intégrer des ops dans les équipes. Alors, on est super content. Là, on est au fameux Ibon. Non, c'est pas le même, c'est un autre. Mais c'est toujours cet été dans les Pyrénées. Donc là, une impression de sérénité, c'est pas voilà. mal. On est content, on est fiers, les équipes ça tourne, on a du BDD, on commence à avoir pas mal de choses, on est content. On fait un deuxième PI. Donc le deuxième vrai PI planning, toujours sur 2 jours, vrai, en distanciel ouais. encore, on est encore dans un contexte distanciel. Vous pouvez admirer ce magnifique board Klaxoon, spécial dédicace. Réalisé par toute l'équipe Scrum et coaché par Jérôme, qui est notre coach sur les sujets de préparation de tous les volets Agile Scrum. Et donc, ouais, alors là, calme, on a l'impression de sérénité. Alors voilà, c'est ça. Et donc, alors là, on est, c'est mon fils qui joue avec la GoPro. On est dans un lac, c'est super serein, il fait beau, c'est magnifique, c'est génial. Et donc, on est un petit peu dans cette même situation, sauf qu'il est 14h07. Et puis, bah voilà, 14h26, c'est l'orage. On ne l'a pas vu venir. Oula, tu vas vite. Ce que je voulais souligner, c'est que quand on est en montagne et qu'on fait de la rando, on est équipé. On part avec des coupe-vents, des kawés, et puis on connaît certaines procédures quand il commence à y avoir de l'orage. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas la peine de courir en haut du pic pour aller se faire foudroyer, c'est pas une bonne idée. On sait qu'on va plutôt chercher un abri. Il y a plein de choses qu'on va savoir faire face à l'orage qui arrive en montagne. Eh bien, dans Safe, c'est un peu pareil. Et il y a un ensemble de procédures, quelquefois on les comprend pas bien, ou peut-être pour ça que j'aime pas trop Safe, c'est les règles. Mais il y a un élément qui est intéressant, en tout cas qui là nous a beaucoup intéressé, c'est le management review à la fin du premier jour. Effectivement, en fait ce qui s'est passé, c'est que lors du PI planning, il y a une très grosse priorité qui est arrivée, une feature qui a été jugée très massive et qui concernait une team en particulier. Priorité en plus avec une importance legacy, qu'on disait tout à l'heure, donc pas négociable en termes de délai. Donc l'équipe fait son travail, fait son board de draft et ainsi de suite, et indique ça passe pas. Il y a un problème là avec tout ce qui est demandé, ça passe pas. Bon, il avait pressenti un tout petit peu avant, mais là c'était confirmé. De fait, le soir, on était vraiment dans une situation, à la fin de la première journée, assez compliquée. Le business owner était très impliqué dans le PI planning. Il est resté les 2 jours, il était là très fréquemment, même en distanciel. Et l'atelier management review problem solving a tenu en fait sa place. Il a compris en fait le niveau de complexité lui-même de ce qu'il demandait, et il a dit OK, effectivement, tout peut passer, ça marche. Et donc il a priorisé. Il a dit l'important c'est quand même cette priorité-là. Il faut mettre le paquet là-dessus. Donc il dit il faut focaliser le train sur cette priorité. Et donc toutes les équipes se sont mobilisées et ont dit ok, bon, on abandonne ce qu'on avait planifié et puis on va venir aider l'équipe qui est en difficulté. Donc les US ont été du coup réparties, elles étaient initialement prévues dans l'équipe en question, ont été réparties dans d'autres équipes qui ont dû donc, à partir du vendredi matin, c'était le jeudi et le vendredi, le lendemain matin, revoir leur plan pour prendre en charge ces US. Donc le message, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose de bénéfique qui s'est passé, une compréhension et un plan qui a été défini lors du management review. Les teams se sont mobilisés la deuxième journée, et à la fin de la journée, on avait un plan qui permettait de répondre aux objectifs qui avaient été portés, notamment avec cette grosse feature qui venait un peu télescoper le plan initial. Et un vote de confiance qui restait au-dessus des 3, donc qui nous a permis de démarrer. Alors pour être un tout petit peu moins faillot avec Safe, globalement, oui, Safe arrive avec des procédures et des règles qui sont chouettes et qui nous ont permis de sauver, mais il y a aussi une énorme part qui vient de l'engagement des équipes et du fait que tout le monde se soit mobilisé et ait compris les enjeux qui étaient en place. Bilan de saison, on est encore dans les Pyrénées. On a on a une nouvelle équipe qui est rentrée dans le train. Et chose absolument géniale, un truc qu'on n'avait pas encore réussi à avoir, on a une system team qui est opérationnelle avec des retours de la part de l'ensemble des équipes qui sont super contentes, qui disent ouais, ça nous a vraiment aidé. Et donc là c'est une system team dans laquelle on a été chercher, en fait on a complété l'équipe de system team qui était déjà présente, qui était quasiment que des qualiticiens, et on a été la compléter en allant chercher dans les différentes équipes des gens, des développeurs qui étaient motivés et qui voulaient bien être délocalisés de leur équipe le temps d'un PI.
Et de cette façon, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient très compétents parce qu'en fait, ils avaient déjà l'expérience de toute la technique présente chez MSA, enfin, en tout cas dans notre contexte. Et ils ont vraiment su apporter beaucoup d'aide à l'ensemble des équipes. Et ça a été vraiment une grande réussite de ce PI. Et puis la System Team a aussi travaillé sur d'autres enjeux intéressants. En tout cas, on a généralisé, il faut vraiment pas exagérer. En tout cas, on a mis beaucoup plus de containers en place. On a mis du Docker, on a mis du Cube. Et puis il y a eu un peu plus de TDD qui a été mis en place. Et donc globalement, on a atteint un niveau de test un peu plus intéressant et un peu plus automatisé, qui était plutôt sympa. Donc là, on a dit tout à l'heure, la mécanique et l'implication d'ensemble des équipes a permis de faire face à l'enjeu au cours de cet incrément-là. On constate encore des niveaux de pratique hétérogènes, on a dit, hein, il y a des équipes qui sont plus ou moins nouvelles, et ainsi de suite, donc qui ont encore besoin de plus d'accompagnement d'un côté par rapport à certaines équipes qui sont plus mûres. Sur le plan chiffré, toujours une atteinte de nos objectifs. T'aimes bien les chiffres, hein? Comment? T'aimes bien les chiffres, tu fais toutes les slides où il y a des chiffres. C'est parce qu'on s'est répartis comme ça, on aurait pu faire l'inverse, on a tiré à pile ou face. Mais atteindre des objectifs, donc 80%, donc toujours au-delà, des 80%, pardon. Vélocité qui reste à peu près pareil que ce qu'on avait avant, mais on a des nouvelles équipes. C'est-à-dire qu'on arrive à tenir le niveau de vélocité alors qu'on a des nouveaux qui finalement ne sont pas encore acculturés avec ça et qui ne connaissent pas encore exactement les modalités de fonctionnement. Et les nouveaux, toujours, à former et à accompagner. Et on a mis à peu près 60% en production. Et là, ça fait mal, hein, parce qu'on était quand même à plus de 80% au début, premier PI. Ah, septembre. Alors, c'est en ce moment là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le PI planning a été planifié normalement avant l'événement d'aujourd'hui, avant Agile en scène. Et encore une fois, une actualité un peu externe, mais pas que, entraîne un impact sur le staffing du train. On a donc décidé de repousser le PI planning de 3 semaines. On a refait faire une itération aux équipes, le temps en fait d'y voir clair sur quels sont les moyens réels qu'on aura et quelle stabilité on va avoir. Pour ne pas partir sur un PI et en milieu de PI se dire bon, voilà, on vous prend des moyens, vous faites avec moi. On essaye d'avoir une stabilité dans ces moyens pour que les équipes sachent voici notre contexte fonctionnel, ce qui va être décrit par les product managers, voici nos moyens. Ça permet d'essayer de limiter en fait l'impact qu'on va avoir. On pensait avoir un chemin assez tracé, et là, on va devoir changer un peu. C'est l'illustration, c'est le pic de Sacrou. Là. On est à quelques centaines de mètres à peine de l'arrivée. On a l'impression que c'est super facile, alors qu'en fait, pas vraiment. C'est bien raide. Ah, je commence. Le bilan global. Le bilan global. Donc on a à la fois des difficultés puis des choses qui se sont bien passées. On commence par les trucs les plus désagréables, les éléments un peu difficiles. Globalement, aujourd'hui, on livre par à-coup. C'est-à-dire qu'en fait, le train n'est pas encore en capacité de faire du continuous delivery. Et on livre par gros incréments. Alors, on ne va pas livrer une fois par PI, mais on livre peut-être entre 3 et 5 fois par PI. C'est quand même pas encore super fluide. Et ça, c'est quand même dommage. J'aimerais bien qu'on arrive à du continuous delivery. Effectivement, après, la notion de petite fonctionnalité pour nos utilisateurs. Il y a encore un mode un peu tout ou rien. C'est aussi lié au contexte legacy. Ça, non, la loi c'est ça, il faut tout, parce que sinon la loi n'est pas appliquée. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Mais on progresse justement grâce aux ateliers métiers en amont et aussi grâce surtout aux démos, à l'API système démo et aux démos d'itération qui ont réussi à être mis en place, qui permettent d'avoir un feedback fréquent et donc de changer rapidement de chemin si jamais on s'est trompé. Et puis après, tu as un autre point à rappeler, c'est que dans les équipes, régulièrement, il y a encore un élément de management. Oui, effectivement, l'agilité, c'est pas non, on fait ce qu'on veut. Non, c'est on répond aux besoins du product manager et du PO. Et donc, oui, voilà, il y a encore quelques équipes qui avaient tendance à se dire ouais, non, mais c'est bon. On nous a dit qu'on faisait l'architecture qu'on voulait, on nous a dit qu'on faisait à peu près ce qu'on voulait, mais non, il y a quand même des règles d'entreprise à essayer de respecter. Il y a un cadre d'architecture à respecter, des règles d'entreprise à respecter, effectivement. Ah, les victoires. Ouais, je commence par la photo, c'est le pic de Sacrou, on est à la frontière franco-espagnole. Donc à gauche, vous avez la France, puis à droite, vous avez l'Espagne avec l'Aneto qui est un peu caché là derrière le radiateur, enfin derrière les panneaux à droite.
Ouais, alors là, il y a un premier point qui, moi, m'a fait très plaisir, c'est que, justement, on parlait d'architecture, et dans mon schéma d'archi qu'on avait tout à l'heure, là, le fait d'arriver à sortir et de se dire comment on fait pour avoir, ça touche à plein de morceaux un peu partout, là, dans une feature team. Eh bien, ça y est, cet été, j'ai 2 développeurs qui ont pris le lead, qui ont pris les choses en main et qui ont dit, bon, ben, on va commencer par isoler ces éléments. On les regroupe et puis on va en faire un espèce de microservice. Et il n'y aura que cette équipe qui en sera responsable. Et là, clairement, on a une prise d'autonomie. Et pour moi, là, les devs commencent à être mûrs. C'est pas mal. Après, il y a justement l'ambiance, l'entraide, la polyvalence. On n'est plus dans un mode chacun fait son process et est content, il a fait sa tâche et puis voilà, c'est bien. C'est tous ensemble pour atteindre les objectifs, les features et donc le MVP. Il va en falloir de l'entraide, de la polyvalence et puis de l'ambiance parce que là, justement, dans le contexte où on rentre là actuellement, hein, on a parlé juste avant, on va avoir on a eu un impact et par exemple, on va devoir faire sans système team le prochain incrément. En fait, par rapport à tous les impacts qu'on a eu, on n'a plus de système team, donc il va falloir qu'on arrive à continuer sur cette lancée en faisant, on va essayer de la reconstruire sur un incrément. Démo, feedback utilisateur, ça c'est vraiment intéressant. Ouais, enfin bon. Tu voulais que j'en dise un mot en plus? Ouais, non, on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Je pense que ça vraiment, il y a 80% des démos d'itération qui se sont tenues sur l'incrément précédent, avec à chaque fois des feedbacks très intéressants qui ont permis aux équipes de pouvoir recaler leurs travaux. Augmentation de la vitesse d'exécution, je vais le faire, comme ça tu vas dire que j'aime bien les chiffres. Effectivement, on continue à progresser en vélocité. Il reste que 5 minutes si on veut avoir le temps de répondre aux questions. Conjointement à l'augmentation de la taille du train. Et puis la capacité d'adaptation des teams, on en a parlé également. Ça, c'était notre fil rouge. Donc, on ne va pas vous le détailler, mais je pense que vous l'avez compris. Le parallèle qu'on faisait entre la randonnée en montagne et l'agilité à l'échelle, donc les guides, les coachs, le rythme soutenable, aller régulièrement et sûrement en montagne pour pouvoir arriver au bout. Voilà, on vous laissera. On pourrait aussi parler de l'entraînement, le fait de s'entraîner avant, après, pendant. Enfin bon. Moi, je tenais à remercier tous les acteurs et tous les contributeurs de ce train safe, les équipiers, on peut le mettre là. l'équipe de coaching qui nous accompagnait, tous ceux qui ont agi pour cette transformation à l'intérieur du train, puis également à l'extérieur, au niveau du reste de l'encadrement et de la direction, et donc tous les équipiers qui ont contribué. Les coachings, j'en ai parlé, et également un grand merci à Thomas de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir vous faire part de cette expérience. Merci beaucoup Thomas, c'était vraiment moi je voulais aussi remercier Agile en scène parce que en fait ça a été vraiment très bénéfique de se dire tiens on regarde tout ce qui s'est passé et finalement c'est vachement chouette, il y a plein de choses avec des victoires qui sont assez chouettes et comme on a le nez dedans et qu'on est en train d'avancer, c'est des victoires qu'on voit parce qu'il s'est passé un peu plus d'1 an et si j'avais pas pris le temps de me poser et de faire cette conférence, finalement j'aurais pas pu et j'aurais pas été aussi fier de tout le travail qu'on a réalisé. Et merci à vous pour votre attention et votre écoute. Merci messieurs. Alors, j'en avais fait une jolie avec le truc qui était en transparence et tout. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais prendre une question en ligne. Donc, qu'avez-vous fait lors du Craft Day? Quelles équipes participent et comment l'avez-vous marketé? Alors, comment on l'a marketé? J'ai réussi à m'appuyer, enfin j'ai eu le soutien de l'équipe communication interne de la MSA. Et donc, j'avais l'équipe communication qui a pu marketer ça aussi bien sur les réseaux sociaux que sur l'intranet, que par des mailings et d'autres éléments. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur de ce Craft Day? On a fait à la fois, j'ai fait venir un conférencier de l'extérieur qui est venu parler, la première fois c'était Nicolas Fédou qui est venu parler de tests. Il nous a refait la conférence qu'il avait fait à la Flowcon de je ne sais plus quelle année. Non, d'ailleurs, à l'époque, c'était LKFR. Et donc, il nous a fait une conférence sur les tests. Et on a été chercher aussi dans tous les trains. Le tout premier, c'était beaucoup de mini-conférences qui venaient du SIDL et puis quelques-unes qui venaient des autres trains. Et donc, on s'est retrouvé avec une grosse conférence, Nicolas Fédou, et plein de petites conférences qui venaient des différents trains avec des retours d'expérience, des éléments qui viennent spécifiquement de ces différents trains. Et l'après-midi,
On a fait un truc que j'apprécie tout particulièrement, qui est un forum ouvert. Et chose extraordinaire, en fait, les gens se le sont totalement appropriés. Et au dernier Craft Day qui a eu lieu en septembre, ah oui, j'ai oublié de préciser que j'étais aussi enseignant-chercheur à l'Université de Lille. Et donc, en tant que tel, je me suis retrouvé avec mon emploi du temps qui m'était donné 2 jours avant le Craft Day et à découvrir que j'avais un cours de 2 heures pendant l'après-midi. Et ce qui est fabuleux, c'est que pendant ce forum ouvert, j'ai revu tous les développeurs qui étaient là. Il y avait tous les gens qui étaient présents. Donc il y a des développeurs, des testeurs. Et j'étais pas là pour l'animer. Et j'avais laissé la visio en fond dans mon TP. Et je voyais que ça continuait. Il y avait des ateliers, il y avait des conférences, il y avait des choses. Et puis je les ai rejoints pour la clôture. Et ils étaient tous là, c'est génial, on a fait ce qui nous tenait le plus à cœur. Et vraiment, ouais, le forum ouvert, pour moi, c'est vraiment un outil magique. Donc voilà ce qu'on fait pendant les Craft Day. Okay, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors vous mettez une slide sur les bénéfices et ces bénéfices, quand je les regarde, c'est très orienté autour du finalement l'ambiance est bonne, les démos, il y a des feedbacks, l'autonomie des développeurs. Et en fait, il est où le client? En fait, le bénéfice par rapport à parce que tout ce train-là, finalement, il sert à un but ou un purpose, quoi. Enfin, quoi. Ouais. Et je me dis, tiens, ça m'interroge, quoi. Je me dis, oui, effectivement. Capacité d'adaptation des équipes rapide, c'est super. Ouais. Et je me dis, mais tout ça, c'est parce que, client-centric, tu as raison. Hein. C'est pour servir effectivement la valeur produit en premier, ouais. La bonne valeur produit. En fait, la clé principale, c'est d'essayer justement de bien aligner ce qu'attend. Nous, alors on parle pas de clients, on parle d'utilisateurs, mais les utilisateurs ou leurs représentants en priorité, et d'essayer d'expliquer que la grosse masse qui est attendue, clairement, on peut pas la faire comme ça tout de suite d'un coup, c'est pas possible. On va faire un effet tunnel de 2 ans. Donc d'essayer de voir qu'est-ce qui vraiment il faut faire en premier, de découper de manière la plus explicite possible. J'appelle ça un peu l'analyse de besoin. C'est pas facile de spécifier un besoin quand on est client, de dire vraiment de quoi on a envie. On a envie d'un tout, et d'aller chercher, d'aller questionner pour aller chercher. Donc le client, il est au centre du dispositif, et notamment dans le dispositif, on a nos anciens représentants. Avant, on était organisé maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Notre maîtrise d'ouvrage est dans le train. C'est-à-dire qu'on a nos acteurs qui viennent du métier dans le train, et le train est en relation très proche avec l'ensemble des acteurs métiers au travers du product management et des product owners. C'est hebdomadaire, hein, c'est même bi-hebdomadaire, les interfaçages avec les clients, et c'est hebdomadaire également l'interfaçage avec le business owner. Est-ce que tu m'autorises à être un peu provoque? Vas-y. Avant qu'il y ait le train, il n'y avait pas de mise en prod réelle. En tout cas, les utilisateurs n'avaient pas vraiment accès au produit. Et là, depuis, ça marche et on met en prod plusieurs fois par PI. Merci. On en avait des slides. Hein. Yeah. Voilà, et merci messieurs. Merci beaucoup. Rien. Et j'espère qu'il y a de la bière là-haut pour qu'on continue à discuter.